Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Claude. Bonsoir Ben. Tu mets ton téléphone en mode vibreur, c'est magnifique. Ah bah oui. Est-ce qu'il est en mode avion? Non. Alors tu peux le mettre en mode avion pour éviter les interférences en même temps, tu vois. D'accord. On fait les petits détails. Jean-Marie. Non mais c'est un honneur. Jean-Marie. Jean-Marie, je suis ravi. Comment tu vas? Très bien, merci. Très bien, avec ton petit polo et tout. Ça fait. T'essayes de masquer ton âge pour être aussi frais ou c'est... Non, pas du tout. Il y a le soleil qui arrive. C'est moi, beau. je suis la température. C'est vrai qu'on est. Il fait bon. Il fait super bon. Toi, t'as froid? Ah bah moi j'ai froid, chef. Ah, ça c'est Mais beau. ça, c'est En l'âge. général, les personnes âgées qui commencent à avoir froid, c'est une de la fin. Tu veux une Je pourrais pas dire, mais ça Il lance l'émission, il lance l'ambiance. Il me chauffe là, il me chauffe. Tu vois, non, mais c'est pour vous stimuler. Voilà, ouais. Bien le bonsoir, mais surtout bien le bonsoir à vous, chers amis, qui nous suivez sur YouTube ou toutes les plateformes podcast. Peut-être maintenant, je vous dis bonsoir, mais en fait, vous regardez à 8h du matin. Eh bien, bonjour. En tout cas, quel que soit le moment où vous regardez cette émission, on est ravis de la faire avec vous et surtout de la faire pour vous. Je dis on le fait pour vous parce qu'on est heureux de... Voilà, je sais que ça fait du bien, mais avec vous, parce qu'il y a toutes vos réactions, toutes vos propositions de sujets, etc. Donc n'oubliez pas, cette émission, c'est aussi la vôtre. Vous pouvez participer, vous pouvez échanger, même s'il n'y a pas une interaction directe au moment de l'enregistrement. Il y a différentes interactions sur lesquelles on s'arrête et qui aident à construire l'émission. Donc merci beaucoup à tous ceux qui s'investissent dedans. Alors vous connaissez, on parle de plein de sujets et on va commencer avec un sujet qui est un sujet... tendance, si je peux dire ça comme ça. Oui. Moi, c'est un sujet qui depuis un certain temps quand même. Oui. Mais on sent que ça vient de plus en plus chez les jeunes. Alors je vous pose la question, un chrétien doit-il être, je dis bien doit-il, être écolo? Alors, c'est la question du premier sujet, mais je me suis dit, j'ai cherché quelques petites idées de gestes écologiques à faire. Donc, pour tous ceux qui se posaient cette question et qui n'en dormaient plus, que peuvent-ils faire pour la planète? Numéro 1, débrancher les chargeurs lorsqu'ils ne servent pas. C'est vrai que du coup je l'ai lu, je l'ai préparé et du coup j'ai débranché mon chargeur suite à ça. C'est bien, bravo. Tu vois, j'ai un point de plus. Mais c'est vrai que moi c'est une habitude. Tu débranches le chargeur? Ah ouais. Moi j'ai tendance à les laisser. Toujours, je débranche toujours. Jamais. C'est bien? Non, moi pas. Merci pour l'information. Débrancher le chargeur. Je débranche par contre la prise qui est connectée à ma télé. Ah oui. Ce qui reste en mode veille. Faire son compost. Pour ceux qui peuvent, ouais. Vous faites? Tu fais compost? Non, moi je fais pas. Toi tu fais pas? Tu pourrais. Alors la ville, on a une poubelle exprès pour les composts, pour les déchets, qui part au compost. T'as un jardin toi? Ouais, mais je jardine pas. J'ai pas le temps. J'ai essayé. J'ai essayé. Bien sûr. Toi aussi? Oui. Moi j'ai essayé quand j'avais mon jardin à Sirens, mais j'ai jamais trop compris le principe. Actuellement, je fais un compost général, c'est-à-dire en fait, j'ai juste balancé mes déchets, je voyais que ça se tassait. Après, ça te fait de la belle terre. Hein. Ouais. Ah ouais. Et assez rapidement, c'est assez étonnant. Ah ok. Ok. Bon, alors faire son compost, faire la chasse aux emballages. Vous êtes comme ça aussi? Ma femme, elle est comme ça, elle aime bien tous les récipients en verre. Oui, moi je suis plutôt comme ça. Ouais, mais le problème c'est que tes récipients c'est bien, mais quand tu achètes, c'est dans un emballage, donc c'est difficile des fois tu peux acheter en vrac. Ouais. Toi, t'es pas écolo, on a compris. Maintenant, ça vient. Non, je fais attention. C'était plus cher aussi. Ça c'est vrai, c'était plus cher. Mais franchement, ça change. Le vrac était plus cher. Oui, c'était assez étonnant que le vrac soit plus cher que le produit emballé. Mais avec tous les courses que tu dois faire, il faut venir avec tes bocaux là, c'est compliqué. Non, ça c'est embêtant. Alors, dégivrer régulièrement son réfrigérateur et congélateur. Ça on le sait, mais on le fait pas toujours. Ça, je me suis dit, il faut que je le fasse, parce qu'il y a carrément des vrai, glaces. C'est vrai, on le sait, oui, depuis très longtemps. Ouais, moi je sais pas, moi j'ai jamais fait ça. Enfin, c'est pas moi qui gère cette partie du foyer. Alors, c'est ma petite préférée, parce qu'elle est importante. Et je vous assure, c'est pas moi qui l'ai inventée, elle était notée. Faire pipi sous la douche. Oui, ça je le fais. Pour Mais oui, je l'avais lu une fois et je me suis dit mais ça c'est très très bien, ça me va très très bien. Ça fait bizarre quand même. C'est vrai? Ça fait bizarre que tu le dises. Je m'y attendais pas, je veux dire qu'elle m'a surpris. Je suis un peu gêné. Elle m'a surpris. Bien, moi je dis des on prend sa choses. femme de la douche, ça fait bizarre. Non, mais elle m'a surpris. Je me dis surtout que les douches avec Guy, ça doit être bon. Les douches avec Guy, c'est ces douches avec Guy. Ça te lave tout, la douche. Ah bah oui. Bon, on revient sur... on a fini. Mais pour éviter de rincer de multiples fois. Et c'est vrai. Mais oui. C'est vrai, même mon petit garçon, je lui apprends maintenant qu'il va aux toilettes. Bon, il faut vraiment qu'il y ait une raison de rincer pour rincer. Il faut qu'il ait fait quelque chose, quoi. Pas juste pour le plaisir de rincer. Mettre un couvercle sur chaque casserole. Oui.
En plus, ça fait des économies pécuniaires. Hein. Mettre un couvercle sur parce que quand tu fais chauffer l'eau. Boulot, d'accord. Toi, tu fais. Non, mais Jérém, toi, t'es mal barré. Non, mais Hélène, 2022, toi, t'es. Est-ce qu'il est écologiste? Non, il est pas. C'est mon écolo. Ah non. C'est quoi un écolo finalement? Attends, on va y arriver. Parce que là, il est en train de t'inquiète, on va. Là, arrêtez de. Alors, je l'ai noté aussi, peut-être pas pour vous, mais pour eux, arrêtez de fumer. C'est un geste écologique. Ah, ça, on a arrêté, nous. Donc, on est moi, j'ai jamais fumé, donc comme ça, j'ai arrêté tout de suite. Apporter, tiens, ça c'est important, j'y ai pensé, parce que toi, tu le fais souvent, apporter son mug personnel au travail. Ah ouais? Bah ouais. T'évites les bouteilles d'eau, plastique, etc. C'est ça, son mug. Bah ouais, et d'ailleurs, tu gardes toujours il y a de très beaux mugs que tu peux trouver maintenant. Ah d'accord, lesquels qu'on vend dans de très bonnes librairies. Voilà, c'est une façon de... Mais c'est vrai que c'est hyper sympa. C'est le moment pub. Mais je veux dire, si on fait la pub, tu nous en donnes un ou comment? Non. Ils sont pas mal. Il y a mieux, mais c'est incroyable. Et enfin, un petit dernier, utiliser les feuilles imprimées au travail comme brouillon. Oui, ça on le fait. Ça, nous on est bons sur ça. Pas toujours fait, mais on le fait. Ah ouais? Et on imprime de moins en moins aussi. Ouais, ça c'est vrai aussi. Non, franchement. On a plus d'écran. On a plus d'écran. Voilà, bon, des petites idées de gestes écolo. Maintenant, voilà, être écolo. Est-ce qu'un chrétien doit-il avoir... Alors, je vais aller plus loin. Doit-il avoir le sens, le souci de la nature et de la préservation de la nature par tous les moyens? Pour moi, il y a différentes échelles. Il y a les écolos qui font pipi sous la douche, et puis il y a les écolos qui refusent de manger de la viande animale par souci du transport des camions, etc. De plus prendre l'avion, etc. Il y a un chrétien. Il y a les militants. Les idéologues aussi. Et les idéologues. Un chrétien, voilà. Alors peut-être question plus simple pour commencer. Est-ce que vous avez un comportement écolo? Bon, Nathalie, on l'a bien compris. J'essaye, je ne suis pas toujours écolo. Jérémy, on l'a bien compris aussi. Ah non, tu m'as catalogué comme ça, mais tu ne m'as pas encore laissé parler. Alors tu as un comportement écolo? Alors moi, je pense que j'ai un comportement écolo, ouais. Tu l'as vendu là tout à l'heure. Hein. Non, je fais attention. Alors déjà, chez moi, dans ma commune, on fait le tri. Donc déjà, c'est une bonne chose. Obligé. Ouais, mais je faisais déjà le tri avant. Je mettais jamais de verre, par exemple, dans ma poubelle. J'allais très en avance, dans un conteneur spécialisé pour ça. Je trie le plastique, le carton. Honnêtement, on a presque... Alors, c'est bizarre, mais on a presque plus de déchets. Oui, c'est vrai. On a que du plastique, du carton. Donc, si on fait pas attention, je sais pas pour vous, mais en une semaine, des fois, on remplit une poubelle entière que de déchets plastique, carton. Donc, nous, on s'est dit, on veut vraiment faire attention à ça. Et du coup, on trie, on fait le tri. Donc c'est le minimum qu'on veut faire. Mais après, moi ce que je trouve pas juste, c'est que quand on veut acheter quelque chose, tout est emballé, triplement emballé. Donc tu as le carton, après tu as le sachet, après tu as le sachet individuel. Je veux dire, quelque part, on nous facilite pas la vie en fin de compte de devenir plus écolo. Mais du coup, tu tries les déchets, mais tu fais quoi d'autre? Je fais pipi sous la douche aussi. Je le fais. Je sais pas si tu pourrais le faire un jour. Ça me paraît tellement... C'est facile. Ouais, c'est facile. Quand on peut plus, tu laisses aller. Que le pipi, bien sûr. Mais tu bois une bière avant d'aller sous la douche. Sous la douche quand même. Ah c'est un geste comme les autres. Claude, est-ce que tu te sens écolo dans l'âme? Je pense que je suis un écologiste ou un écologue de bon sens. Je pense que d'abord, premièrement, en tant que chrétien, tu parlais de chrétien, je pense qu'on est quelque part sous un mandat qui date de Genèse chapitre 1, où Dieu donne le mandat à l'être humain de cultiver, de prendre soin de la planète qu'il nous a confiée. Ouais. À partir de là, il y a une logique de bon sens. Je ne suis pas idéologue, je ne suis pas non plus très très versé dedans. Par contre... Tu ramasses un papier par terre quand tu le vois? Oui, je le fais. Ça c'est important. Par contre, là, je pense qu'on a besoin de préserver des ressources, ne fût-ce que de l'eau, par exemple. L'eau. Se brosser les dents en laissant le robinet ouvert pendant 3 minutes, c'est 15 litres d'eau. Ouais. Il y en a qui le font. Donc ça, ce sont des choses qu'on fait de moins en moins, mais on 15 litres d'eau. Ouais, en 3 minutes. Et dans les douches d'ailleurs, vous arrêtez l'eau ou pas? Toujours. Moi aussi, toujours. Toi, je sais que tu le fais pas. Arrêtez l'eau, qu'est-ce que tu dis? Entre le savonnage et... Toi, tu es écolo, Ben? Alors moi, il l'a mal pris. Alors non, honnêtement, moi je trie mes déchets aussi, mais j'ai pas le choix si il y a des amendes. Non, mais c'est les amendes qui te font trier les déchets. Pour la douche, non, j'arrête. Je sais, tu l'avais dit. Je l'arrête. Je l'arrête. Après,
Ouais, je prends mais du ça temps fait dans ma seulement douche. 1 mois et demi. Hein. Non, je l'arrête, mais je prends du temps dans je sa prends du douche, temps, mais je vais mettre la casserole, je vais mettre le couvercle, Moi, je suis un peu comme toi, je me sens comme toi, c'est de bon sens, je vois du papier par terre. Oui, bah oui, bien sûr. Il n'est pas loin le temps quand même où on allait en forêt ou sur une berge de rivière pour faire sa vidange. On laissait couler l'huile. Bien sûr. Moi, j'ai connu ça dans mon enfance, pendant que je touchais le micro. J'ai connu ça, des gens qui le faisaient, et même je l'ai fait. Quand on allait dans les forêts, mais il y avait une décharge publique dans la forêt, et tout le monde s'est déchargé avec des pneumatiques. Moi, j'ai pas connu ce monde-là. C'est pas très loin ce monde-là. On n'est déjà plus là-dedans. Et donc, je salue honnêtement toutes les collectivités qui mettent en place, en tout cas en France, et en tout cas chez nous, des centres de tri pour différentes choses, les huiles, les verres, le papier, etc. Bon, en Alsace, presque dans toutes les communes, il y a une déchetterie. Absolument. Mais là où on est coincé, c'est par exemple ce que tu disais, le plastique est partout. Ben oui. Il est partout. On a beau essayer de se battre contre, il y en a partout. Les sacs plastiques, par exemple, c'est déjà plus. Mais on a mis beaucoup de temps à le changer, je veux dire. C'est une ineptie d'avoir fait des sacs plastiques. Il y a du plastique avec du maïs. Oui, mais ça c'est pour venir. C'est bien, c'est un progrès. Mais enfin, aujourd'hui, on ne sait pas comment enlever les microparticules de plastique dans la mer. Après, il y a tous. Tu vois, on parle de la vidange à ton époque, mais aujourd'hui, notre problème, c'est. J'ai parlé des voyages en avion. L'empreinte à cause des vols en avion. Dans ma génération, c'est logique, tu prends l'avion. Ou alors la consommation d'écran. Qui est pas du tout écolo non plus, parce que c'est des serveurs qui tournent, parce que c'est tout ça. Donc ils font plus leur vidange, mais ils rattrapent sur d'autres domaines. Aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut revisiter, c'est notamment ces transports à tout bout de champ, parce qu'on veut consommer des fraises à Noël, sous nos latitudes, alors qu'elles sont produites au Chili ou ailleurs. Donc tout le transport aérien, le transport maritime, qui est nécessaire pour nous amener des produits de saison, qui sont hors saison. C'est par exemple aussi la fast fashion. Quand on fait un jean, quand on fabrique un jean, le lavage qu'il faut pour fabriquer un seul jean, mais c'est phénoménal. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle la fast fashion, c'est-à-dire des vêtements pas très chers, de faible qualité, qu'on change parce que c'est pas cher. Mais du coup, on a quand même dû créer des vêtements, des impressions, etc. Donc aujourd'hui, peut-être il faut avoir le courage de faire un vrai virage et dans une logique de préservation des ressources naturelles et de se dire, écoutez, le jean, je vais peut-être l'acheter un peu plus cher, mais il durera plus longtemps. Ok, bon d'accord, on a compris que c'est important, tu as cité Genèse 1, le mandat, etc. On doit prendre soin de la planète. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un excès ? S'il y a des excès possibles. C'est quand ça devient l'idéologie. Un excès d'écologisme. Si. Si on va vers la deep écologie, l'écologie profonde, certains livres sont effrayants. Est-ce que de dire, parce que je veux être écolo, prendre soin de la planète, je ne prendrai plus jamais l'avion pour aller nulle part. Est-ce que c'est... Non, moi je pense pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je pense pas. Je trouve que c'est extrême. Je sais qu'une fois j'étais en Allemagne et il y avait des personnes qui manifestaient contre la viande, donc végétarien, contre de manger par idéologie de la viande. Ou par souci pour la préservation de la planète ? Tu as les deux. Hein. Oui. Là c'était par idéologie. Hein, et puis ils étaient assez violents. Hein, je veux dire, ils montraient des images violentes. Et quelque part, je ne suis pas totalement contre de ce qu'ils disent. La production excessive, parce qu'on veut tous les jours manger de la viande. Je trouve que nous aussi, on a besoin d'apprendre par rapport à ça. Mais de l'autre côté, c'est carrément extrême. Ça veut dire que là, plus du tout de viande, plus rien du tout. Enfin, on doit respecter l'animal comme l'être humain. Il est au même stade que l'être humain. Enfin, on va dans des proportions qui sont extrêmes. Même au même stade que l'être humain, ils vont même peut-être parfois même plus loin, parce que la nature est au-dessus de l'être humain. Au-dessus de l'être humain, C'est au détriment de la vie humaine. C'est là qu'on inverse les choses. Les priorités. Les antispécistes qui n'ont plus d'espérance entre les espèces. L'être humain n'est plus qu'une espèce parmi tant d'autres, mais n'est pas supérieur. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu moi ça m'est arrivé de tomber dessus sur Internet, des prédications avec une grosse empreinte écolo dedans. Tu sais que tu sens qu'il y a l'idéologie derrière. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? D'une, je pense un truc très simple, c'est que je ne vois pas dans le Nouveau Testament Jésus aborder ce sujet de manière frontale. À part son style de vie, pardonnez-moi, mais quand même qui était très frugal. Son style de vie, je pense qu'il vivrait aujourd'hui, il se poserait la question, est-ce que j'ai besoin d'acheter tout ce qu'on me propose ? Donc, et puis il a vécu sans avoir de maison, sans avoir de
cheval de trait ou sans avoir de moyens de locomotion. Et puis il a vécu avec, entre guillemets, en empruntant les maisons des autres, en étant un invité constant. Donc c'est quelque part, je dirais, un style de vie qui me parle plus comme discours. Oui. Voilà, sa façon de vivre me laisse penser que quand il dit par exemple, allez-y, partez, en n'emportant ni bourse ni vêtements, ah bon, mais je fais comment ? Donc je pense qu'on peut aussi se reposer la question sincèrement, est-ce que quand je suis dans un magasin, est-ce que j'ai besoin d'acheter tout ce qu'on me propose ? Ouais. Et je suis premier à être des fois pris au piège, notamment quand j'ai faim. Il faut pas me mettre dans un magasin alimentaire quand j'ai faim, parce que j'achète. Et je me dis, mais est-ce que tu as besoin de tout ça ? Et puis même le fait de vouloir toujours changer. Oui. C'est-à-dire, tu achètes une belle chemise aujourd'hui, demain elle ne te plaît plus, tu la changes, tu en achètes une autre. Je veux dire, on est tout le temps dans le changement, tout le temps, on est à prendre et à jeter, quoi. Mais je trouve que là, c'est quelque chose qu'on peut... Une question intéressante, Ben, c'est est-ce que dans une église, on s'attend à une prédication sur ça ? Est-ce que les chrétiens, ou ceux qui s'approchent de Dieu en devenir chrétiens, ils viennent dans l'église pour écouter ça ? Je ne sais pas, je pense pas, non. Moi, si tu veux, je me suis déjà posé la question de l'aborder, parce que ceux qui ne respectent pas la planète, ceux qui n'en ont pas le souci, pour moi, ça me pose quand même quelques questions. Ceux qui ne sont pas choqués de voir une maltraitance animale, quelle qu'elle soit, ça m'étonne en tant que chrétien quand même, parce qu'on voit Genèse 1, tu cites Genèse 1, c'est évident. Oui. Maintenant, de le mentionner, de dire oui, on doit prendre soin de la terre que Dieu nous a confiée, c'est aussi une manière de l'honorer. La création adore Dieu, et puis prendre soin de la création, c'est aussi une manière de l'honorer. Pour moi, c'est ça. Maintenant, de faire une prédication entière sur ça, moi j'aurais du mal, à moins que le Seigneur me demande de la faire. Mais là, c'est excessif. Ouais. Mais là, j'aurais un peu de mal. C'est vrai Ceci dit, il y a des textes quand même qui laissent à penser que notamment, par exemple, les textes qui mentionnent le fait de laisser reposer la terre tous les 7 ans. Ouais. De donner à la terre le temps aussi de se reposer. Ouais. La terre a besoin de repos. La terre a besoin de repos. En tout cas, un des versets que j'ai retenu, j'ai oublié d'ailleurs la référence, c'est lorsque Israël est déporté en Babylonie pour 70 ans. En fait, c'est pour les 70 fois où ils n'avaient pas laissé une année de repos à la terre. Comme si Dieu disait, écoutez, je vous avais dit, un an sur 7, vous leur laissez se reposer, vous n'avez pas voulu, maintenant je donne à la terre 70 ans de repos. Donc je pense que là aussi, il y a une vraie réflexion de fond. Est-ce que c'est digne d'une prédication ? J'en sais rien. D'une réflexion, oui. C'est intéressant, c'est super intéressant ce que tu dis. Ouais. Parce que, je veux dire, la question du repos de la terre est inscrite dans un espèce de concept beaucoup plus large, le repos en général. Ouais. Le repos en général. Et le repos implique une autre question de fond, qui est celle dont on parle dans l'Évangile, c'est ce repos qui est lié au fait de faire confiance à Dieu. Je suis censé, dans le rythme que Dieu nous a proposé de repos et travail, c'est je vous demande de respecter le rythme un jour sur 7. Ouais. Si tu te reposes un jour sur 7, tu verras qu'en faisant confiance, en ne travaillant pas le 7e jour, tu gagneras autant en faisant confiance que si tu travaillais 7 sur 7. Ouais. Cette notion-là, c'est plus important. C'est plus peut-être le côté un peu militantiste de la chose qui peut des fois me déranger un peu. Ben voilà, je trouve ça intéressant de poser la question. Il y en a qui vont loin. Et puis tout à l'heure, tu disais par rapport au respect de la terre, mais je me dis en tant que chrétien, on doit avoir le respect de tout. Le respect de l'être humain, le respect de notre voisin, le respect de personnes d'autres couleurs de peau, le respect de toute chose. On doit respecter même les biens que Dieu nous a donnés. On doit avoir ce respect et automatiquement on a aussi le respect de la terre et de tout ce qui nous entoure. Et je pense donc ça c'est un mode de vie qui est en tant que chrétien. Non, vas-y, c'est le but. Je pense que c'est aussi une question de fond qui concerne par exemple quand Dieu dit de dominer, de la domination. Le mot domination n'est pas forcément le mot le plus adéquat dans la traduction. Plutôt une question de maîtrise. Maîtriser les choses. Moi, je suis quand même ravi de voir que tout en étant maintenant près de, déjà, je ne sais plus, 8 milliards d'habitants sur Terre, on trouve constamment des nouvelles sources, soit d'énergie, soit d'alimentaire. Qui aurait pensé qu'un jour on allait manger des pâtes faites à partir de sauterelles ou d'insectes?
Voilà. D'algues. J'ai déjà mangé, oui. D'algues. Pas les pâtes, mais les fourmis grillées, oui. Tu en as aussi Ouais, mangé les des insectes. Les sauterelles C'est grillées. cru, en colo. Moi, je les ai pas mangés. Oh non, moi j'étais pas Paprika et tout ça. Ah, Là, non, si non. vous voulez inscrire Ça, votre on fait enfant ça. en colo à l'apéro, Voilà, est-ce les qu'il colos se de la passe porte ouverte, voilà, vous avez voilà. On fait des On découvertes fait des- culinaires, ouais, ouais, faut c'est découvrir. bien. Tu viens de supprimer Ouais, toutes les c'est ça. inscriptions. Là, c'est vrai, tu t'es fait une bonne pub. Là. C'est bien. Merci, on C'est bien, comprend faut ça. que hein. Je trouve que c'est intéressant, ça va à l'encontre du discours qui dit on est trop de monde sous terre. Bah oui. Parce C'est que la ça, Terre ne c'est pourrait ça. pas porter plus. C'est Moi, ça. je suis persuadé que la Terre sera capable de porter plus. La oui. question à se poser, c'est est-ce qu'on va être capable de bien répartir les richesses Ça, c'est alimentaires autre chose, du et coup. autres pour que tout le monde ait à manger Ouais. à sa faim. Et ce que je voulais dire, mais faut je vois le temps. Mais autant je pense que oui, c'est important de veiller à prendre soin à ce que Dieu nous donne. Autant pour moi, faut pas qu'on soit naïf non plus. La Bible ne nous dit pas que la terre va aller de mieux en mieux. Mais non. Elle dit qu'elle va aller de moins en moins bien. Et Ah ouais, t'as lu ça où, toi? que les déserts grandiront, et qu'à la fin, les choses refleuriront. Mais pour moi, bien sûr qu'il faut qu'on veille à ça, mais en même temps, on sait bien que... ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de machine, on ne revient pas en arrière de la dégradation qui est là. Maintenant, moi, dans ma part, je ne me vois pas que Dieu aime me reprocher mon manque de sérieux ou d'implication. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que je trouve que, et on connaît très bien cette aventure de Beersheba au Sénégal, de faire refleurir le désert, de rendre des terres désertiques arables, etc. C'est une vraie, je veux dire, et puis c'est pas une expérience unique au monde. Hein. Vous allez à Beersheba, cette fois-ci en Israël, vous passez du désert à des champs verts partout. À côté, il y a du sable et des cailloux, et là, c'est vert. Donc il y a une vraie capacité, une vraie maîtrise des productions qui sont là, qui peuvent effectivement faire refleurir le désert au sens symbolique, mais aussi au sens très, très naturel, réenrichir les terres pour redonner à manger aux gens, et puis à faire reverdir des endroits qui étaient inhospitaliers et inhabitables. Donc je comprends ce que tu veux dire, que dans un point de vue général, de manière eschatologique, sur le temps de la fin, il y aura une dégradation. Oui. En même temps, qu'il y ait d'autres initiatives qui montrent ce que Dieu est capable de faire, on est complètement d'accord. Et il ne faudrait pas que faudrait pas que l'écologie aussi freine l'innovation. Parce que souvent, on peut entendre qu'il faut revenir en arrière. Donc, il ne faut pas forcément pousser, c'est vrai, la recherche, et ce serait dommage. Est-ce que toutes les innovations sont bonnes ? Peut-être pas, mais certaines qui sont très bonnes. Certaines qui sont très bonnes. Enfin, je me rappelle quand même, non ? Peut-être le temps passe. Le sujet est passionnant et je suis intéressé par ce sujet, donc excuse-moi. On a un autre sujet qui va être intéressant. Et puis, on a un invité. Alors, moi, je suis content. C'est la première fois qu'il est dans On s'y retrouve. C'est Jonathan Peterschmidt. Vous connaissez ce nom ? Oui, c'est mon médecin. Oh, ça me dit quelque chose. Écoute, on est ravis de le savoir. Mais Jonathan qui est là. Hello, Jonathan. Jonathan, je vais dire Docteur Peterschmidt, on est ravis de t'avoir, avec nous. La France entière le connaît en fait. Oh là, oui. Alors si on peut nous mettre le son aussi, si notre cher technicien Pedro peut nous mettre le son, on sera ravis. Alors Jonathan, je crois qu'on t'entend là, c'est parti. On m'entend ? C'est parti ? Oui, ça va ? Excellent, écoutez, je suis ravi d'être avec vous. Je disais que je me serais bien passé d'une célébrité semi-récente maintenant, mais en tout cas, être là en famille, c'est une joie. Merci de m'avoir invité, c'est gentil. Est-ce qu'on te demande encore de signer des autographes ? En général, c'est pas ce qu'on me demande à l'époque, donc c'est pas plus maintenant. Non. Bon. En tout cas, on est heureux de t'avoir. Moi, ça me semblait intéressant de t'avoir parce que tu es médecin généraliste, je le rappelle. Tu as une cause sur ton cœur et puis surtout, moi, c'est quelque chose, je préparais les émissions et je me disais, tiens, je trouve que c'est vraiment intéressant de l'aborder, c'est les déserts médicaux en France. Les déserts médicaux en France, moi peut-être pour situer, est-ce que tu peux expliquer un petit peu, toi tu as ton cabinet, mais où c'est peut-être pour les internautes qui nous suivent de Paris et qui ne comprennent pas ce qu'est le désert, qu'est-ce qu'on appelle désert médical en France ?
Alors, je ne sais pas si situer le village d'Abertivière pour les Parisiens sera très utile, mais pour situer ce que peut être un désert, faut s'enlever tout de suite de l'image, de la tête, pardon, l'image d'un désert qui serait physique, hein, avec une maison tous les 3 kilomètres et puis personne qui ne circule si ce n'est des animaux sauvages. Le désert médical correspond finalement à une inadéquation entre l'offre de soins et la demande. Et donc on peut se retrouver dans une zone qui est très peuplée avec énormément finalement de demandes, mais même s'il y a des médecins, on peut le considérer comme un désert médical. D'ailleurs, c'est le cas effectivement dans la zone dans laquelle moi j'exerce. Donc à Bernvillers, pour préciser, pour nos amis parisiens. Et donc ça veut dire que concrètement, dans ta situation à toi, il y a un médecin pour combien d'habitants ? Alors là, c'est en train de fluctuer énormément puisqu'on a pas mal de départs en retraite actuellement, donc les chiffres récents sont à revoir. Mais pour donner un petit peu une idée, hein, une patientèle ici peut aller facilement 2000-2500 patients par praticien, sans forcer. Encore une fois, c'est juste les patients que tu auras déclarés. Tout en se disant qu'à côté de ça, il y a toute une partie de patients et dans notre secteur en particulier, une partie de patients qui n'est même pas déclarée puisque plus aucun médecin ne se sent en capacité de prendre en charge de nouvelles personnes. Ok. On pense que la situation française au niveau des soins, de l'accès aux soins, elle est désastreuse. Pour toi, ton observation, alors plus sur le plan national, c'est quoi un petit peu ? Alors j'ai envie de dire, le cri d'alarme résonne depuis maintenant des années. Hein. On n'a pas attendu la crise de la Covid pour pouvoir dire comme quoi on était dans une situation très compliquée et qui se promettait de devenir encore plus compliquée. Je rappelle, hein, pour l'anecdote, en parlant par exemple des urgences de notre hôpital ici à Mulhouse, l'été 2019, juste avant donc que la Covid ne soit mise en évidence dans notre secteur, la plupart des urgentistes ici étaient en grève et énormément de mes confrères et des collègues internes ont été en arrêt de travail, voire même ont quitté carrément le service, tout simplement parce qu'il n'y avait plus assez de moyens et de possibilités de soigner correctement. Et c'est la même chose en ville. Donc la question du désert médical concerne essentiellement la ville et c'est pareil ici, il n'y a pas de renouvellement de génération parce que tout simplement la question n'a pas été pensée, ça n'a pas été, je pense, un sujet politique puisque la problématique est essentiellement les racines des mots est politique et c'est une question de décision et si tu me permets tout à l'heure je pourrais presque faire un lien avec ce que vous venez de dire sur la question de l'écologie. Ah bah vas-y, tu peux la faire, hein. Vas-y, fais le lien. Alors allons-y. Donc pour moi c'est un sujet qui est intéressant de vous écouter parler, je trouve que c'est très enrichissant. Je dirais que je suis team Claude Gréder et mon amie Nathalie, même si je pense que c'est team tout le monde, mais c'est vrai que dans ce qui a été dit, ça m'a beaucoup parlé, puisque je crois qu'un des problèmes fondamentaux, notamment de la différence dans la problématique de l'écologie, c'est la question de la position de l'humain dans tout ça. Qu'est-ce qu'on fait de l'homme en fait, puisque finalement on va dire dans la philosophie écologiste au sens philosophique du terme, l'être humain est devenu quasiment un parasite pour notre planète. Et donc la question finalement c'est même plus la nature en elle-même, c'est la place de l'homme dans la nature et sur la planète et c'est là que se fait la différence pour certains entre les environnementalistes et puis les écologistes au sens propre et pour faire le lien dont je te parlais à l'instant, je pense qu'on a le même type de problème en fait dans la santé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui notre système de santé est à quelque part déshumanisé. C'est-à-dire que l'être humain qu'on est censé soigner n'est plus au centre de l'attention. On est plutôt dans une attention qui est économiste. Et la question, c'est de faire le maximum d'économies, justement, de réduire au maximum les dépenses à parfois un prix qui est celui, finalement, du bien soigner, du bien traiter les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, la situation, notamment des déserts médicaux, c'est une question de choix politique de placer l'être humain après d'autres priorités, finalement. Est-ce que vous vous retrouvez dans... Enfin, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je rejoins sur Jonathan parce que c'est une question que j'ai entendue d'un médecin lui-même, médecin généraliste, qui est maintenant à la retraite, que nous connaissons, et qui m'a dit il y a une petite dizaine d'années que lui-même déjà subissait et voyait arriver avec effroi ces années où les générations ne se renouvelleraient pas au niveau des médecins, parce qu'il y a 20 ans auparavant, donc il y a 30 ans, on avait décidé qu'il y aurait moins de médecins pour une raison très simple, c'est qu'on s'est dit, s'il y a moins de médecins, les gens iront moins se faire soigner, et donc
voilà, finalement, ça coûtera moins cher. C'est le numerus clausus, ça. Entre autres, oui, entre autres. Mais c'est vraiment dans le but que les gens aillent moins se faire soigner pour coûter moins cher. Ceci étant dit, ça fait 30 ans qu'on connaît des déficits fréquents, récurrents de la Sécu qui toujours n'arrive pas à réduire ses dépenses. Et puis ensuite, on trouve l'inverse qui est vrai. C'est-à-dire que si d'un côté, on n'arrive pas à soigner les gens qui sont déjà, qui ont travaillé, qui ont cotisé, qui ont largement contribué à la santé publique par leur activité professionnelle, et bien maintenant, on a ajouté de nouveaux droits qu'on pose la question si vraiment c'était nécessaire que ces choses-là soient remboursées et que ce soit gratuit. Ouais. Et je me dis, mais c'est pas tout à fait correct. Je prends un cas très simple qui m'est arrivé à moi et à un ami de l'église qui était dans le même cas que moi. On était les deux couples stériles. Ouais. Et la seule façon d'avoir des enfants était la PMA. Sauf que lui était suisse et moi je suis français. Alors, en PMA, on vous dit, pour qu'on puisse un PMA, on peut avoir 4 essais remboursés par la Sécu. Et on se dit, waouh, vive la France, merci beaucoup. Et honnêtement, j'en suis au bénéfice. Mon copain suisse, dont je tairai le nom, chez lui, il a dû payer de sa poche. Et ça lui a coûté 27 000 francs suisses, le premier essai. À moins d'avoir 120 000 euros de côté, 20 000 francs suisses de côté, on n'allait jamais faire 4 essais. Donc c'est un peu les différences. Donc on est à 25 km de la Suisse ici. Et il y a une autre approche un peu différente. Moi je plaiderais par exemple, parce qu'on a essayé de le faire, mais c'est un combat de titan pour par exemple l'adoption. L'adoption. Vous l'adoptez, mais c'est incroyable. Il faut se déshabiller presque pour être un bon père et une bonne mère. Donc je veux dire, il y a des logiques qui sont à mon sens illogiques qu'il faudrait revoir. Et alors par contre, et là je rejoins Jonathan, de laisser le pays par ceux qui ont justement contribué, notamment tous ceux maintenant qu'on accuse d'être des prédateurs de la sécurité sociale, les baby boomers, mais c'est aussi eux qui ont travaillé. Ils ont travaillé des années et des années pour financer, pour cotiser à une sécu dont maintenant, effectivement, arrivés à l'âge où c'est arrivé, ils en ont besoin davantage que d'autres, parce qu'ils sont fragilisés par l'âge, c'est tout. Est-ce que, moi j'ai entendu une stat, alors si tu peux me la confirmer ou me l'infirmer, qu'un médecin sur 2 a plus de 60 ans. Ça se tient à peu près ou pas ? Alors ça dépendra dans quel secteur, mais oui, effectivement, ça peut se tenir. Pour te donner un peu une idée de la situation dans laquelle nous on est, dans le secteur où moi je suis, que je connais un petit peu mieux, on a une perspective dans les 5 ans de globalement 50 à 60% de départ en retraite. Donc ça veut dire que dans les 5 ans qui viennent, ce qui est demain, je veux dire là pour le coup on est vraiment sur une échelle de temps qui est plus que réduite. Faut s'attendre à ce que la moitié des praticiens du secteur soient partis en retraite et dans quasiment la totalité des cas, ils ne seront pas renouvelés. Pour des raisons qui sont des raisons aussi d'attractivité. Je veux dire, la question aujourd'hui, c'est pas de faire uniquement ce constat un peu tragique et dramatique, puisqu'effectivement, il est difficile et c'est une question de confrontation parce que pour nous praticiens, c'est finalement devenu impossible de répondre à la demande et donc on peut se retrouver dans une situation où à force de s'épuiser soi-même, en fait, il y a une lassitude qui s'installe et donc un mal soigné par épuisement. Ou simplement une mise en retrait, voire même carrément des abandons, des gens qui s'installent, par exemple, on a parlé de la frontière, j'ai énormément de confrères qui sont maintenant transfrontaliers et qui travaillent en Suisse simplement parce que, notamment au niveau de leurs revenus et puis au niveau de leur cadre de travail, c'est beaucoup plus avantageux. Mais c'est vrai que là, pour le coup, cette perspective à très court terme, soit nous pousse à nous asseoir par terre et puis à nous lamenter, ou alors se dire, mais bon, possiblement, c'est peut-être l'occasion de réinventer le soin, de réinventer la façon de soigner et peut-être de se donner une chance de faire mieux dans certains temps. C'est sûr qu'il y aura une certaine latence, mais si on fait rien maintenant, on n'aura rien demain. Ouais. Avant peut-être même de venir sur cette solution, je trouve que c'est intéressant quand même de le mentionner, parce qu'il y a plein de gens qui, ils vont voir leur médecin, mais comme tout le monde qui a un besoin et on cherche à lui trouver une solution, mais les médecins restent des êtres humains et il y a pour les derniers, j'ai envie de dire, pour ceux qui restent sur le champ de bataille, toute la masse de travail, de pression, cet épuisement que tu disais, etc. Alors peut-être moi, ma question, avant même de parler des solutions face aux déserts médicaux, etc., qu'est-ce que tu conseillerais à un patient, quelle serait la bonne attitude pour trouver le bon équilibre en fait entre son besoin et le besoin du médecin en face finalement. C'est une bonne question. C'est une excellente question et puis j'ai une réponse toute galvaudée et toute faite. En général, je leur dis écoutez, là, vu votre situation, il faudra aller voir un médecin.
il y a beaucoup de sous-entendus dans cette réponse, hein, elle est un peu difficile, mais finalement, ça nous met devant le fait accompli. Du fait que le patient, lui, a une demande qui est légitime. Ça arrive qu'il y ait des demandes qui ne le soient pas, et puis on se retrouve avec des consultations qu'on aurait pu éviter, mais dans une très 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 large majorité des cas, les patients ont des demandes légitimes. Et si leurs demandes sont légitimes, finalement, nous, en face, on peut se sentir aussi dans la nécessité d'y répondre, puisqu'ils ont raison de nous demander, ou d'essayer de nous demander. Sauf qu'au bout d'un moment, j'en suis presque arrivé à la conclusion de dire, c'est pas parce que je peux que je dois. Tout simplement parce que si un jour, et il n'y a pas si longtemps que ça, je me posais la question de fermer mon cabinet, tout simplement parce que je ne me sentais plus la force. Et Claude, je pense, peut comprendre ce que ça peut vouloir résonner quand on dit on n'a plus la force, quoi. On a plus envie, on est là et on se dit j'aime ce que je fais mais je ne peux plus le faire. Et là, pour le coup, on se met en mode sauvegarde et on s'isole. Et j'en suis aujourd'hui encore, hein, je peux en témoigner aujourd'hui encore, au stade où je me retrouve des fois avec par exemple des SMS de personnes que je peux connaître, que ce soit, alors, la famille, c'est peut-être un peu différent, quoique des fois, j'ai un peu la même réaction, mais des connaissances, etc., où je n'ouvre même pas le SMS parce que je sais d'ores et déjà que tout aussi légitime que soit la demande, je suis plus en mesure d'y répondre. Et c'est pareil, je vis dans le village dans lequel j'exerce. Sortir ici et me promener dans la rue est quelque chose qui m'angoisse, qui me stresse. Ça me stresse parce que je sais que je vais rencontrer des gens qui, même s'ils sont formidables, c'est pas la qualité des gens, eux sont dans leurs droits, dans leurs demandes. Mais si je dois leur conseiller quelque chose, c'est de leur dire, c'est délicat parce que c'est aux tiers qu'il faut qu'on s'adresse. C'est à nos élus, c'est à ceux qui ont le pouvoir de décider, de faire changer, de faire évoluer les choses. Et pour des raisons très locales, j'ai pu me confronter finalement au monde politique en proposant peut-être certaines solutions locales. Et je me rends compte que la priorité qui peut être celle de moi, praticien, ou celle des gens qui ont des problèmes de santé, ne sera pas forcément celle des hommes politiques. Et je pense qu'au bout d'un moment, la responsabilité des gens, c'est de se saisir du souci, et peut-être parfois de passer d'un stade un petit peu de passivité, de dire c'est au médecin de régler mon problème, c'est à lui d'être disponible, ou éventuellement c'est aux élus de bouger pour faire en sorte qu'on ait plus de médecins, etc. C'est au bout d'un moment de se manifester d'une manière ou d'une autre et de dire écoutez, moi je suis dans telle situation, vous élus, qu'est-ce que vous me répondez? Peut-être solliciter les élus et trouver des solutions un peu inventives pour mettre en avant le problème et non pas seulement subir le problème. Mais c'est difficile de dire ça puisque, pareil, est-ce que c'est vraiment la responsabilité des gens de faire le travail de 30 ans de politique qui ont été des politiques qui sont tous allés dans le mauvais sens? Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui la politique elle est en train de changer dans ce que tu suis un petit peu sur le plan... Est-ce que c'est encourageant pour les 30 prochaines années ou pas? Je dirais que je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, une partie au moins, ou presque la majorité des hommes politiques ou des représentants politiques ont compris que c'était un sujet porteur. Donc, ça devient un sujet intéressant pour eux, puisque finalement, ils se sont rendus compte que si les gens commencent à être irrités par un problème, s'ils ne s'en saisissent pas, ça risque de leur coûter. Donc, est-ce que c'est une réelle prise de conscience des problèmes de fond, ou est-ce que c'est devenu un des nouveaux, le nouveau thème écologique à la mode, pour reprendre la discussion de tout à l'heure? Moi, je crains qu'en partie, ou en tout cas en grande partie, ce soit effectivement, on a un sujet qui peut nous apporter de l'attention, on le met sur la table. Est-ce que nous, on peut en avoir un bénéfice collatéral parce qu'ils prendront des décisions peut-être qui iront dans le bon sens? Je l'espère. Mais je crois clairement qu'il faut repenser peut-être effectivement la façon dont on aborde la question de la santé en France. C'est pas simplement à coup de budget supplémentaire, à coup de subventions, à coup même de certaines petites augmentations à la marge pour les soignants les plus confrontés à cette problématique. Je pense à mes consoeurs infirmières ou à tous mes confrères hospitaliers. Mais c'est pour le coup traiter une des conséquences. Est-ce qu'à terme, on se posera des questions de fond pour vraiment traiter le fond? C'est ce que moi je peux espérer et c'est ce qu'on peut espérer pour les patients. Alors, sans faire de la politique, mais quand même en période électorale ou bientôt, Jonathan, si vous étiez président, que diriez-vous à votre ministre de la Santé pour changer ces problèmes? Peut-être que ce que je lui dirais, c'est écoutez, prenez un petit peu de temps et allez écouter les gens qui sont sur le terrain. Les gens qui travaillent dans le concret et qui peut-être voient des solutions qui peuvent leur paraître évidentes à leur échelle, mais qui de loin dans un bureau à Colmar, à Strasbourg ou à Paris ne paraît juste pas logique, tout simplement parce qu'il n'est pas rentable. Je pense que dans beaucoup de secteurs de notre vie sociale française, et peut-être plus largement, un des grands problèmes qu'on rencontre, c'est que les décisions sont prises hors sol. Elles sont prises très 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 loin des problématiques et donc elles sont prises de manière déconnectée.
Et donc, je pense que si j'étais président, ce que je me souhaite pas, hein, parce que je ne me veux pas du mal, je partirais peut-être dans ce sens-là, dire, OK, prendre peut-être un certain temps, même si ça prend du temps, mais pour aller voir les principaux intéressés dans leurs différents domaines, que ce soit les urgences, que ce soit les généralistes, que ce soit les hospitaliers, et éventuellement prendre le temps d'écouter des solutions qui ne viendraient peut-être pas simplement parce qu'on a pris du temps derrière des statistiques, c'est pas pareil. Ouais. Est-ce que tu penses que la question financière en France, c'est une question qui est une vraie question par rapport à un médecin? Moi, je me dis un médecin qui fait 10 ans d'études. C'est sûr que des fois, ça peut être étonnant quand on entend qu'une dame sur Instagram à faire quelques placements de produits gagne 10 fois plus que le médecin qui fait 10 ans d'études pour montrer le nouveau t-shirt à la mode. Est-ce que tu as l'impression que la question financière, tu parlais des confrères qui partent en Suisse, etc. Est-ce que tu as l'impression que la question financière, elle mérite d'être posée sur la table ou c'est vraiment pas ça? Alors, elle fait partie clairement de la discussion, oui. Est-ce qu'il s'agit juste de réaugmenter encore une fois l'indice du point de la consultation, etc. Pas forcément, mais c'est vrai que quand on discute attractivité des métiers, et là je parle par exemple moi en tant que médecin de famille, médecin généraliste, quand tu sors de la fac et que tu choisis entre tes différentes options, à partir du moment où tu regardes aussi ta grille de salaire. Et il faut savoir effectivement qu'actuellement, les grilles de salaire les plus intéressantes en tant que praticien ou futur praticien, c'est plus dans les cabinets de radiologie que tu vas les trouver que quand tu es médecin généraliste. Donc, on part pas du principe de dire qu'il faudrait que les uns aient moins de salaire et les autres un peu plus, mais je pense que ce qui serait peut-être intéressant, c'est de libérer un tout petit peu la capacité peut-être des praticiens à développer leur activité. Parce que on a une particularité peut-être, encore une fois française, je ne sais pas, mais de vouloir toujours avoir une sorte de contrôle administratif sur ce qui se fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État n'a pas lui-même la capacité de maîtriser la dépense, de maîtriser finalement le coût, alors quand ça lui est imputé, on peut le comprendre, mais finalement, on a l'impression qu'il perd pied et qu'il va mettre tout de suite un gros pactage de règles qui va limiter finalement le développement. Aujourd'hui, si on regarde par exemple le développement des laboratoires d'analyse médicale, si on regarde le développement par exemple des pharmacies, si on regarde le développement d'autres métiers de la santé, on se rend compte que les collègues sont tout autant finalement dans le développement d'une activité économique que dans le développement d'une activité de santé. Et je crois que ça, ce serait peut-être une piste qui serait intéressante à creuser, de libérer un tout petit peu la créativité, je dirais, d'entrepreneurs, peut-être des soignants, pour leur dire, mais développez vos activités médicales, faites en sorte d'avoir finalement des projets qui soient des projets peut-être porteurs au niveau médical, mais qui vont aussi vous aider sur le plan simplement du développement économique, parce que à tout travail, dirait l'autre, mérite un salaire. Et je pense que ça, ce serait peut-être un moyen, sans peser forcément plus sur la sécurité sociale, de permettre en fait de développer des activités médicales et des projets médicaux. Donc, je crois que c'est un sujet, mais il faut pas le réfléchir à la française classique en disant on veut plus de sous, point. Il faut peut-être trouver d'autres moyens finalement de développer ces activités, mais ça, pour c'est pas encore c'est pas dans notre ADN de praticien installé qui finalement fait des consultations à 25 € toute la journée et qui le soir a juste envie de rentrer chez lui. Ça, c'est un autre débat. La question aussi de la culture et de la génération, je pense, elle joue aussi. Aujourd'hui, les plus jeunes, ils aiment travailler, enfin même au-delà du secteur médical, ensemble, en start-up, en choses comme ça. On parle, je sais que toi, il y a ce projet à cœur aussi d'un pôle médical, d'un centre où on rassemble en fait, parce que on n'a plus envie de juste être tout seul dans son coin à être le héros, mais de plus échanger ensemble. Je pense qu'il y a une vraie question générationnelle qui fait que quand on te dit on va t'envoyer tout seul à un endroit, c'est beaucoup moins motivant. Mais ce que j'ai entendu dire avant, je le coupe peut-être un instant, mais le problème de la France reste quand même cette espèce de contrôle étatique, surtout. Moi j'étais dans l'enseignement, mais pardonnez-moi, vous ne pouvez pas créer sans avoir un contrôle féroce à l'entrée. Et quand vous êtes dans l'éducation nationale, il n'y a pas non plus, par exemple, ce que tu disais avant, la possibilité de travailler ensemble. On en parle des projets pédagogiques d'un groupement scolaire, mais dans les faits, c'est très peu vrai, parce qu'il n'y a pas non plus de hiérarchie, il n'y a pas de possibilité d'avoir des injonctions. Donc du coup, quelqu'un qui crée, il passe beaucoup de temps à mettre les gens d'accord, qui sont quelque part
jamais d'accord. Ouais. Donc à la fin, on est tout seul dans sa salle de classe. Et comme il n'y a pas de sous pour acheter du matériel, on fait avec les petits bouts de chandelle qu'on a, et puis ma foi. Pour rebondir là-dessus et pour je ne vais pas dire connaître le milieu, mais en tout cas être confronté assez régulièrement, puisque malheureusement je rencontre beaucoup de professeurs d'école ou de directeurs d'école ou d'enseignants en fait qui sont très souvent très fatigués de leur métier, mais pas parce qu'ils n'aiment pas leur métier, mais un peu comme moi, parce qu'ils sont fatigués de la façon dont ils sont obligés de le pratiquer. Et pour moi, l'éducation nationale et le ministère de la Santé sont des sœurs, si pas jumelles, mais en tout cas des sœurs très proches, tout simplement parce qu'elles sont gérées un petit peu de la même façon. Et elles sont gérées je pense que là on s'y retrouve encore plus peut-être dans l'éducation nationale, puisque nous on a encore le Stempel libéral, l'étiquette libérale pour nos amis parisiens. Mais dans les faits, finalement, aujourd'hui, l'éducation nationale qui va gérer de manière très carrée ces directives, nous, c'est un peu pareil avec les directives qu'on a des ARS, des sécurités sociales, qui finalement nous brident sur pas mal de choses et empêche malheureusement de créer un petit peu ce qu'on trouve dans d'autres pays où finalement quand quelqu'un a des idées et de la volonté, il peut faire des choses. Malheureusement ici c'est quand quelqu'un a des idées et de la volonté, on essaie surtout de le faire taire pour qu'il arrête de faire du bruit et surtout qu'il sorte pas du cadre, et ça c'est très dommage. C'est frustrant. Et je rebondis, j'enchaîne parce que c'est un sujet qui m'inspire. Mais je rebondis sur la question générationnelle parce que je crois que là clairement on a un autre nœud du problème et des solutions. Donc c'est de dire, nous on a et surtout en tant que praticien, parce que aujourd'hui, sans que ce soit quelque chose qui soit tiré la couverture à soi, mais aujourd'hui on n'est plus médecin généraliste ou médecin de campagne ou médecin de famille uniquement, on est devenu ce qu'on appelle des spécialistes en médecine générale, tout simplement parce qu'on a un cursus qui nous permet aujourd'hui de pouvoir nous revendiquer d'une certaine spécialité. La médecine générale n'est pas juste une médecine par défaut, et donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et riche. Et aujourd'hui, quand vous avez des praticiens, et j'ai presque envie de changer de lexique, des praticiennes, puisque non pas totalité, mais une très grande majorité de mes consoeurs sont des femmes, vous arrivez sur des générations de soignants qui n'ont plus la même logique que nos prédécesseurs. Pas uniquement parce que ce sont des femmes, parce que aussi la génération a changé. Et on se retrouve aujourd'hui, nous, avec une image qui nous colle à la peau, qui est celle quasiment du médecin sacrificiel qui est logiquement censé se lever à 3 heures du matin parce qu'on a une patiente qui accouche ou qu'on a un patient qui a un problème X ou Y potentiellement grave. Mais on oublie une chose, c'est qu'il y a 30 ans en arrière, le jeu était complètement inversé. À l'époque, c'était les médecins qui, à quelque part, couraient presque après les patients parce qu'il n'y avait pas assez de patients par praticien. Aujourd'hui, le fait est que que les choses sont complètement inversées et que les jeunes médecins qui sortent de la fac veulent faire un métier qu'ils aiment, mais ils ne veulent pas s'épuiser dans le métier qu'ils aiment. Ils veulent simplement travailler pour gagner leur vie et vivre une vie confortable et simplement avoir une vie avec un rythme normal. Et c'est ce qu'il faut pouvoir proposer aux médecins. Il faut pouvoir leur dire, OK, venez travailler sereinement, en ayant un cadre de travail qui vous plaise, en pouvant essayer de développer aussi cette activité qui est riche, parce que entre les soins de chirurgie, la gynécologie, la gériatrie, la pédiatrie, les soins de maladies chroniques, les soins de prévention, etc., on a des métiers qui sont extrêmement intéressants et riches, mais il faut avoir le temps de prendre le temps de faire les choses. Et c'est ça qu'il faut proposer aux praticiens, leur dire un cadre de travail et des conditions de travail qui sont simplement humaines en fait. Pas surhumaines, humaines. Jonathan, il a un rendez-vous et je me dois de veiller à son agenda. Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps. Merci Jonathan. Avec très grand plaisir. Merci de m'avoir reçu. Et surtout merci Jonathan aussi de nous sensibiliser à ça et pas de nous en sensibiliser en nous démoralisant, mais aussi en nous montrant qu'il peut y avoir des solutions. Donc j'ai envie d'encourager tous ceux qui ont été touchés par ça, déjà à peut-être consulter aussi les élus, à encourager vos praticiens et à prier pour eux, vous qui avez le Seigneur, parce qu'ils en ont besoin vraiment aussi. Amen. Donc merci beaucoup et puis bon courage pour encore la fin de ta journée. Soyez bénis, à très bientôt. Ciao. C'est sûr que si je le veux sur le plateau, il faut que je respecte ses horaires parce qu'il a un rendez-vous qui l'attendait là juste après. Mais le sujet est vraiment intéressant, il ne se fait pas en une seule séance, j'avais envie de dire. Parce que c'est des questions que je me posais aussi dans l'inverse. C'est par exemple, moi j'ai un tas de gens que je connais, moi y compris, je ne vais pas voir le médecin, pas souvent, parce que je me dis, si je dois y aller, je vais passer 2 heures, 3 heures dans une salle d'attente. Je n'ai pas le temps, moi ça passera. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer par exemple qu'on puisse éliminer un certain nombre de visites, de consultations, non parce qu'on ne veut pas y aller, mais parce que tout simplement on pourrait les gérer autrement,
de la médecine entre guillemets à domicile. Il y a les bobos qu'on peut soigner sans apprendre à soigner tout seul. Quand une abeille nous pique, c'est pas la peine d'aller voir le médecin. Je veux dire, il y a des choses où nous. Mais en ayant une femme infirmière, par exemple, je peux te dire qu'il y a des malades qui se retrouvent chez eux à la maison qui normalement devraient être à l'hôpital, par exemple, et qui se retrouvent à la maison. L'autre jour, mon épouse me parlait d'un monsieur. Et qui est décédé d'ailleurs, hein. Mais c'est juste horrible, tout seul. C'est-à-dire que le monsieur, ils l'ont laissé aller à la maison parce que peut-être ce côté financier justement et économique, l'ont laissé rentrer à la maison. Donc le monsieur est tout seul, donc il ne mangeait plus et il est mort seul. Et les seules personnes qu'il voyait, c'était les infirmières qui venaient juste pour... mais elles-mêmes tellement débordées, c'est que cet homme, il est mort tout seul chez lui à la maison. C'est juste, enfin, des fois, elle me parle de certaines choses où c'est juste horrible. Ça devient plus du tout humain. Et quand il parlait, Jonathan, et bon, il est très intéressant quand il parle, mais vraiment, et moi, il y a ce passage qui est venu qui est venu dans ma tête comme ça, en disant, mais quand Jésus dit, je suis le berger, le bon berger, et je donne ma vie pour mes brebis. Et je me dis, mais un médecin, quelque part, il est un berger. Il est un berger qui va prendre soin de ses brebis, de ses patients. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que face à ce système, ce n'est plus des bergers. Ça devient des personnes qui sont enfermées aussi dans un système et qui ne peuvent plus répondre à un réel besoin et à vraiment prendre soin des gens. C'est là où pour moi c'est horrible. C'est normalement un métier de vocation. Et quand on essaie d'enfermer ta vocation dans un système économique qui n'est pas tant pour toi que pour des choix politiques et où c'est plus viable. Maintenant, moi je pense, comme dit et comme il l'a bien dit, on est dans la culture, elle a changé. Il faut que la mentalité, elle a changé. Il faut que Est-ce qu'il faut que des grosses crises arrivent pour qu'effectivement les cartes se rebattent? Ça, hein. Peut-être. On l'espère. Maintenant, l'État français, ça fait quand même 200 ans qu'on est dans un jacobinisme ultra. On a du mal à déléguer. On voit bien, les décentralisations sont du mal à se faire. Je veux dire, on parle depuis des décennies de ce problème de déserts médicaux qui vont arriver. Maintenant, ils sont là. Et combien de temps mettra-t-on encore pour changer? Est-ce qu'il faut peut-être une bonne crise? Je ne la souhaite pas. Tu vois, moi, je voyais un reportage au Canada, où les médecins, ils avaient eu le même problème, la même situation. Hein. C'était un reportage très intéressant, justement, ils faisaient le comparatif. Mais donc, ils ont décidé, le choix politique, c'est les jeunes, les fraîchement diplômés, on les oblige à aller dans un endroit. Et s'ils refusent d'aller dans ces endroits où il n'y a personne, ils auront des malus sur leur rentrée. Ils veulent aller en ville, vous aurez des malus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les jeunes ont découvert des endroits super sympas, super agréables. Et en fait, c'est juste pendant 2-3 ans. Mais ça permet d'avoir un tournus et certains restent aussi. Et petit à petit, comme ça, ils développent ces endroits. Qu'il y ait assez de jeunes qui sortent. Et ça, c'est vraiment le souci. Quand tu vois que maintenant, il y a plus de médecins qui viennent des pays de l'Est pour exercer chez nous. Et les nôtres qui partent en Suisse. Et puis peut-être aussi, un calcul qui n'est pas dit ouvertement, mais parce qu'un jeune qu'on met en université pendant 10 ans coûte un prix. Donc il coûtera moins cher. Peut-être ça coûtera moins cher de faire venir quelqu'un de l'Est qui a été payé, entre guillemets, par son État d'origine. On parle encore une fois d'économie. Bon, bref, on entre dans des considérations pas très sympathiques. Mais il faut prier pour eux vraiment, parce qu'encore une fois, au-delà de toutes ces considérations qui semblent tellement loin de notre réalité, j'ai besoin d'un médecin, il n'est pas là, il y a des hommes et des femmes aussi qui vraiment ont besoin de nos prières. Et puis je pense de les considérer comme des humains, pas juste des solutions à nos bobos ou nos problèmes, ou des fois des choses très Maintenant, il a abordé un sujet, je n'ai pas voulu en parler publiquement parce que c'est aussi quelque part une question de confidentialité qui a le droit d'exister. C'est que, sachant que Jonathan est quelqu'un qu'on connaît bien, moi je l'ai connu comme ça, voilà, la tendance serait aussi peut-être pour ceux qui le connaissent bien, en fait, comme il l'a dit, d'envoyer des SMS, écoute, j'ai un problème, machin bidule. Peut-être de dire aussi, écoute, je vais venir te consulter comme vraiment j'en ai besoin, comme vraiment je ne suis pas bien. C'était un temps, pareil pour les pasteurs, on avait des coups de fil des fois, c'était
franchement... Mais disons que je dirais que tout le monde se retrouve piégé dans l'histoire, en fin de compte. Dans le système, c'est autant les patients que les médecins. Donc, les amis, le temps passe et c'est déjà fini. Ça fait quasiment 1 heure. Hein. Ça fait quasiment 1 heure qu'on discute, tu vois. Non, le 3e sujet, là. Non. De report en report. Moi, j'ai pris des notes, j'avais des idées. J'ai un 3e sujet, les amis, ça fait 4 fois qu'on essaye. Mais là, je sais qu'on va dépasser de très loin. Et en même temps, je trouve que c'est vraiment riche comme ça. On le placera à un moment donné, je pense, dans la saison 10, dont on s'y retrouve, on arrivera à le caler. On va prier ensemble, ça marche ? Oui. Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour, ta fidélité. Merci parce que tu es là, tu es bon. Et Seigneur, c'est toi qui agis. Tu vois nos soucis, Seigneur, nos considérations. Seigneur, tu vois la terre qui va mal. Tu vois, Seigneur, les praticiens qui vont mal. Tu vois les déserts médicaux. Seigneur, toutes ces problématiques qui, on pourrait se dire, mais c'est tellement loin d'un Dieu qui est créateur de l'univers. Mais pourtant, tu t'es fait homme, pourtant, tu te plais à te manifester. Et nous voulons vraiment te remercier pour ça et te prier. Vraiment, inspire les bonnes solutions et rends-nous sensibles, Seigneur, aux causes qui te tiennent à cœur. Seigneur, rends-nous sensibles quand tu parles. Seigneur, pas juste à dire, ça m'impacte pas directement, ça me pose pas de problème directement. Moi, j'ai mon médecin, ça va jusqu'ici, je sens pas le réchauffement climatique ou toutes ces choses. Seigneur, aide-nous vraiment à être sensible aux causes qui te tiennent à cœur à toi. Amen. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci parce que tu agis et tu es là. Que ton nom soit loué, béni. Et Père, nous prions vraiment pour tous nos médecins, tous ceux, Seigneur, qui travaillent dans le monde médical, renouvelle leur force. Vraiment renouvelle leur force et particulièrement tous ceux qui sont tes disciples, vraiment qu'ils puissent garder les yeux fixés sur toi en sachant que tu leur donneras les solutions qu'ils ont besoin, Seigneur, pour continuer à faire ce que tu leur demandes. Merci, Seigneur Jésus. Amen. 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 Chers amis, merci à vous 3. Merci vraiment. Et puis merci à vous, chers internautes, de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse richement. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission, 19h ou quand vous voulez dans la semaine. C'est gratuit. À bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir.